Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, ouverture du sommet des chefs d'État africains et la Banque mondiale sur l'IDA 20. Le chef de l'État, Macky Sall, appelle à un changement de paradigme sur la formation professionnelle. L'emploi des jeunes et des femmes, une surpriorité, estime le président de la République. Tournée de la ministre du Commerce dans les marchés de Dakar à 72 heures de la Tabaski. Toutes les difficultés liées à l'approvisionnement correct du marché seront réglées dans les prochaines heures, affirme Aminata Assom Diatta. Dans l'actualité également, affaire du saccage du lycée de Yoff, une dizaine d'élèves impliqués jugés demain par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Le conseil de discipline devrait se prononcer dans les prochaines heures selon le ministre de l'Éducation nationale. Mamadou Talla interpelle les chefs de famille sur le comportement des lycéens. Et puis élaboration du plan national de développement des ressources humaines, de la santé et de l'action sociale. Le besoin de financement est estimé à près de 50 milliards de francs CFA. L'objectif est d'établir une meilleure répartition des agents. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Affaire Cheikh Bara Dolly Mbacké, la liberté provisoire ne lui est pas encore accordée. Le réquisitoire du parquet est toujours attendu. Face au juge aujourd'hui, le député a considéré que ses propos ont porté atteinte au chef de l'État Macky Sall. Selon son avocat, il a présenté ses excuses auprès du président de la République. Voici Maître Abdi Nardiaye avec Chérif Dia. À la suite de son audition, nous avons estimé devoir déposer une requête aux fins de mise en liberté provisoire, ce qui a été fait, et que la dite requête a été communiquée au parquet. À ce moment, nous attendons toujours le retour effectivement donc de notre requête. C'est pour vous dire qu'en réalité, l'honorable député Abdou Mbacké n'a pas encore bénéficié d'une liberté provisoire, même s'il est vrai que c'est en fait ce que nous souhaitons, nous tous, compte tenu en fait donc du fait que toutes les conditions requises en fait sont réunies aujourd'hui pour sa mise en liberté provisoire. Former des élites, c'est bien, mais accroître l'employabilité des jeunes, c'est encore mieux, selon le chef de l'État, Macky Sall. Le président de la République s'est exprimé lors de la cérémonie d'ouverture du sommet des chefs d'État et de la Banque mondiale sur l'IDA 20, une initiative de l'institution financière pour lutter contre l'extrême pauvreté dans les pays les plus pauvres de la planète. Compte rendu de ce premier jour avec Alassane Ba et Diafara Ba. C'est dans un contexte de crise profonde marqué par la guerre en Ukraine et la pandémie de Covid-19 que se tient cette rencontre IDA 20 à Dakar. Les urgences et priorités sont nombreuses. Emploi des jeunes, création d'activités génératrices de revenus, investissement dans l'éducation et la formation, entre autres. La population, elle est jeune, elle est nombreuse. Et donc son arrivée sur le marché se fait à une cadence insoutenable pour les États. Donc il faut donner une employabilité à cette jeunesse et non pas rester dans le schéma traditionnel post-indépendance où on forme des élites qui sont de grands théoriciens mais qui ne savent pas faire grand-chose. Donc ça c'est très important, ce changement de paradigme sur la formation professionnelle. Mais leur priorité c'est le renforcement des capacités de réponse aux crises alimentaires et sanitaires. Nous l'avons vécu ces 2 dernières années. IDA 20 a connu une mobilisation record avec 90 milliards de dollars et le président Sall plaide pour la mise en place d'un mécanisme rapide de décaissement de ces fonds. Il juge les procédures actuelles trop lentes. Je le dis d'autant plus que cette mobilisation record vient trouver des sommes considérables qui n'ont pas encore été absorbées des différents IDA antérieurs. On parle parfois de 60 milliards de dollars. Je ne sais pas si le chiffre est exact.
Mais s'il est exact, ça veut dire que nous avons déjà 60 milliards dans nos caisses qui ne sont pas absorbés. Pourquoi? Parfois, les États n'ont pas les capacités de travailler vite, mais parfois, les procédures pour l'utilisation de IDA20 sont dépassées. Il faut que nous trouvions ensemble avec vous des mécanismes pour lever rapidement cet argent qui est là, dont on a besoin et qui doit être utilisé. Selon Macky Sall, il est plus qu'urgent de changer la manière dont ils utilisent les ressources IDA20. Il est d'avis que IDA20 doit contribuer à soutenir la transformation structurelle de nos économies par l'exécution de projets et programmes en soutien à une relance durable et inclusive. Les infrastructures constituent une priorité. Alassane, la rencontre à Dakar se déroule en présence des présidents Muhammadu Buhari du Nigeria, Umaru Sissoco Embalo de la Guinée-Bissau, George Weah du Libéria ou encore de Denis Sassou Nguesso du Congo. Ouverture du sommet aujourd'hui donc au King Fahd Palace, légèrement perturbée par une coupure d'électricité en plein discours du directeur général des opérations de la Banque mondiale. Toute la salle plongée dans le noir, 5 minutes minimum. Le président de la République n'a pas caché son agacement. Selon lui, le ou les responsables doivent être sanctionnés. Cette coupure est un signe de contre-performance. Définitivement, ce genre d'incident. Coupure aussi de cet élément, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Tout autre chose à présent, tournée de la ministre du Commerce dans les marchés de Dakar. 15 à 20 000 francs, c'est le prix actuel du sac de pommes de terre sur le marché à 72 heures de la fête de Tabaski. Certains commerçants, vous allez le voir, accusent un problème de distribution et pointent du doigt le monopole de l'agro-business. Mais selon la ministre du Commerce, tous les problèmes liés à l'approvisionnement seront réglés dans les prochaines heures. Tournée avec nos équipes Mariem Ndiaye et Alun Diagne. La pomme de terre se fait encore désirer dans les marchés à quelques heures de la Tabaski. C'est le cas ici au marché Thiaroye où il faut débourser jusqu'à 20 000 francs CFA pour un sac. Vu que les commerçants ont déjà commandé et payé, mais il y a un problème de délai de livraison, ce qui explique l'explication et la hausse des prix actuellement de la pomme de terre et de l'oignon. D'après quelques consultations avec les commerçants, sorti de l'usine, le prix est de 9 000. Ici, on a trouvé 16 000, ce qui est vraiment normal et ce qui explique aussi la rareté du produit. Ce commerçant accuse les agro-businessmen qui ont le monopole de la production de pommes de terre au Sénégal. Il appelle les autorités à les accompagner pour qu'ils puissent eux aussi produire et commercialiser pour plus d'équilibre sur les marchés. S'il n'y a qu'un seul camion de livraison ou deux, voire si on nous vendait même le sac à 20 000 francs, nous l'achetons. En ce moment, il n'y a qu'une dizaine de grands commerçants de pommes de terre. Il faut qu'on nous donne des terres et qu'on nous accompagne. Selon le ministre, le produit est bien disponible. Il se trouve juste que la pomme de terre est un produit qui se détériore très rapidement, donc les livraisons ne se font pas trop tôt. Malheureusement, comme la pomme de terre pourrit très rapidement, les commerçants ont commencé véritablement les commandes le lundi passé. C'est maintenant qu'il y a ce rush. Donc c'est pourquoi il y a beaucoup de difficultés pour certains d'avoir accès aux produits. Mais l'agrobusinessman est en train de faire le maximum pour la livraison des produits. Même si le ministre du Commerce rassure, les commerçants et les consommateurs restent inquiets. Les retards notés sur les commandes et livraisons impactent lourdement sur le prix de la pomme de terre. Merci Mariem. Les maraîchers de Ngomen soulagés après le stockage de leur production au marché d'intérêt national de Diamniadio. Pour les services du ministère du Commerce, cette démarche est une solution contre les pertes post-récolte. Voyez tout cela avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samp.
Cette importante quantité d'oignons allait pourrir si le marché d'intérêt national ne l'avait pas accueilli dans ses hangars. Donc une aubaine pour les maraîchers venus de Ngomène qui déplorent chaque année des pertes post-récolte considérables. Donc plus de 1000 tonnes aujourd'hui va être stocké. Donc il était important que Madame la ministre vienne regarder ça, encourager les producteurs et nous donner aussi les moyens nécessaires davantage de pouvoir aller vraiment vers une quantité record de stockage en termes de production d'oignons. Et ce qui est important de savoir est que toute cette quantité d'oignons était destinée à pourrir. Donc aujourd'hui c'est une satisfaction, c'est pour ça que les acteurs ils se sont vraiment mobilisés en force. On va continuer dans cette dynamique avec l'ORSE, avec l'ARM, on va tous se donner la main pour qu'aujourd'hui qu'il y ait plus de pertes post-récolte dans l'ensemble du territoire national. Un appui hautement salué par les acteurs qui veulent aller au-delà et souhaitent la mise en place d'un mécanisme de commercialisation. léegi bu soble bi ñëwee nekk fii ci mine mais def na li ñuy wax commercialisation kon li ñu bëgg ñu ànd ak directeur ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci état bi ñu fexe ban am scène de commercialisation boo xamante ni bu mucc ayib lay doon commerçant yi di ñëw fii di jënd soble bi à un très bon prix boo xamante ni baykat yi gis seen bopp ndax tey jii ñun zone bi ñu dëkk muy Ngomène ak li ko wër commencé ko ci man mii di wax ak yéen bu ma Macky Sall joxoon 10 millions pour ma dem à l'États-Unis du ma dem. La direction du marché. L'autre grand titre de cette édition, affaire du saccage du lycée de Yoff. La dizaine d'élèves impliqués jugés demain en flagrant délit. À côté du volet judiciaire de cette affaire, le conseil de discipline de l'établissement devrait se prononcer dans les prochaines heures. D'ici là, le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, déplore le comportement des lycéens. Il interpelle également les chefs de famille. Le voici avec Fatima Touré. Je crois que c'est dommage, par mimétisme, qu'on voit des actes à la fin de l'année. J'en ai déjà parlé. Je crois qu'aujourd'hui, on est vers la fin de ce processus. Je crois que ça ne se reproduira pas. Donc, au niveau, le conseil de discipline s'est réuni et qui a fait des propositions au niveau de l'inspecteur d'académie. On verra quelles sont les décisions à prendre au niveau pédagogique, au niveau scolaire. L'école est un lieu d'apprentissage, un lieu de transmission de connaissances, un lieu de socialisation. Un lieu où vraiment nous voulons avoir les enfants à côté de nous pour améliorer le cadre de vie et un cadre de travail. C'est ça que nous attendons de l'école et nous avons des enseignants pour transmettre le savoir et nous comptons sur le civisme, sur également le retour aux valeurs. C'était l'une de mes priorités. Restons dans le monde scolaire. Un sommet international sur l'éducation va se tenir à New York au mois de septembre pour discuter de la transformation de l'éducation. Le Sénégal va défendre ses idées devant les Nations Unies et définir son plan stratégique pour améliorer le secteur de l'éducation nationale. Pour bien préparer cet événement, des travaux de concertation ont démarré ce matin. Compte rendu Fatima Touré et Pape Sangoné Mbaye. À New York, devant les États-Unis, le Sénégal va défendre son secteur éducatif au mois de septembre. Un sommet international avec en toile de fond la transformation de l'éducation. Pour préparer au mieux cet événement, tous les acteurs du secteur sont conviés dans l'optique d'échanger sur la question. Au sortir de ces rencontres d'aujourd'hui, nous allons encore affiner la position en tout cas du Sénégal, les demandes du Sénégal, la requête de l'ensemble des familles d'acteurs du Sénégal pour qu'on puisse accompagner et transformer en tout cas l'éducation pour qu'on puisse facilement atteindre les ODD 4 tels que définis au niveau des Nations Unies. On ne peut plus enseigner, éduquer comme on le faisait depuis des années. On n'a plus les mêmes outils, nous n'avons pas les mêmes contraintes. Durant ce sommet, en perspective, toutes les questions relatives à l'éducation seront défendues avec des attentes bien définies. Oui, nous avons beaucoup d'attentes, il faut beaucoup de moyens. Si vous prenez les trois ministères, c'est plus de 1000 milliards que nous mettons. Et l'aide au développement est là, nos partenaires techniques et financiers sont là. Mais ce n'est jamais suffisant. Il faut aller au-delà parce que la demande est forte. Donc parmi les attentes, je crois que l'accompagnement financier est important. La représentante de l'UNICEF
estime qu'une participation inclusive des jeunes devrait beaucoup contribuer à la réussite de ce sommet. Les enfants et les jeunes doivent faire partie de ces discussions parce que l'éducation les concerne, la formation professionnelle les concerne et tout ce qui se fera aujourd'hui, tous les engagements qui vont être encore plus approfondis par le gouvernement du Sénégal auront un impact sur la vie présente et future des enfants et des jeunes dans ce pays. Pour une éducation de qualité, le ministère de l'Éducation s'engage pour des innovations majeures. Des propositions pertinentes sont attendues au sortir de ces concertations en prélude au sommet de l'éducation au pays de l'oncle Sam. Merci Fatima. Parlons santé à présent. Mise en place d'un plan national de développement des ressources humaines, de la santé et de l'action sociale. L'objectif est d'établir une meilleure répartition des agents. Le besoin de financement est estimé à près de 50 milliards de francs CFA. Fatou, Bintou Conté et Amadouba. Parti d'un constat d'insuffisance de personnel, mais aussi d'une inégalité de la répartition de ses effectifs sur le plan national, que le ministère de la Santé a décidé de mettre sur pied un plan national de développement des ressources humaines, de la santé et de l'action sociale. Nous sommes partis de constats assez forts qui sont liés à l'insuffisance des personnels de la santé et de l'action sociale, au déficit de qualification au niveau de certains agents, même si nous avons globalement des ressources de qualité, mais également à une faible répartition ou une inégale répartition de ces effectifs sur le territoire national. Un cadre qui nécessite une mobilisation de fonds de près de 50 milliards de francs CFA pour une durée de 8 ans. Ce plan a été évalué, c'est plus de près de 50 milliards, 48 milliards que nous allons devoir mobiliser dans les prochaines années. Nous devons rappeler que ce plan est pour la période 2020-2028. Accéder à des soins de qualité requiert un personnel qualifié. Actuellement, ils sont 21 000 agents répartis sur le territoire national, mais cela reste insuffisant. Nous sommes un peu plus de 21 000 agents qui sont répartis sur le territoire national. 1000, c'est un effectif extrêmement important, mais qui reste encore insuffisant. En termes de quantité, mais aussi du point de vue de la qualité, il y a des efforts à faire à certains niveaux. Avec ce plan national, recadrer le personnel sanitaire devient plus facile et la répartition plus souple, quand on sait qu'au Sénégal, beaucoup de localités souffrent d'un manque de spécialistes. Les agents de santé, le personnel administratif et les agents communautaires du district sanitaire de Dara ont fait face à la presse pour dénoncer le non-respect du paiement des indemnités et également les retards récurrents de salaire. Ils réclament aussi le recrutement dans la fonction publique et des primes de risque pour mieux faire face pour mieux faire leur travail. Leur porte-parole Mamadou Ahmedka avec notre équipe à Linguère. Et le problème qui se pose, vous savez qu'au niveau national, au niveau du ministère de la Santé, il y avait des engagements, c'est-à-dire par rapport aux indemnités qui ont été faites en l'endroit de tous les agents de la santé. Mais à notre grande surprise, on a vu qu'il y a une certaine discrimination entre les catégories de agents de santé. Puisque je ne peux pas comprendre, dans le cadre de travail, quand vous avez le même travail que vous faites, en tout cas, donc, les indemnités doivent être les mêmes. Mais à notre grande surprise, l'État est dans le dilatoire. C'est dilatoire, c'est-à-dire les fonctionnaires ont reçu leurs indemnités, donc en entier. Maintenant, les contractuels, les uns ont reçu des indemnités, à savoir 50 000 francs, les autres 60 000 francs, les autres 2 000 francs. Il y a d'autres contractuels qui n'ont rien reçu. Donc nous trouvons ça inacceptable. Et alors qu'au niveau, donc, par rapport aux indemnités données aux contractuels, on a vu que seulement c'est l'indemnité de logement. Alors qu'il y a l'indemnité de risque qui s'élève à 75 000 francs. Les contractuels n'ont rien reçu par rapport à ces indemnités-là. D'autres choses, il y a le personnel santé des administratifs et des chauffeurs qui sont dans le système et qui n'ont reçu aucune indemnité de 0 francs. Et nous trouvons ça aussi anormal.
Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous prenez des agents de santé, vous devez les payer chaque mois, même le 28 ou bien le 30. Mais à notre grande préjudice, c'est hier même, le 6, qu'on a eu les virements des salaires. Alors que ce sont des pères de famille qui vont gérer les dépenses quotidiennes. Donc par rapport à la fête de Tabaski, qui n'ont même pas encore acheté leur mouton de Tabaski. Et nous trouvons ça déplorable. Supposée haine du président de la République contre les sudistes, ces propos d'Ousmane Sonko sont irresponsables selon le président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Alassane Seck appelle les hommes politiques à la pondération. Le voici avec Fatou Bintou Conté. Nous sommes dans une phase préélectorale assez sensible. Il faudra que les autorités, et surtout, j'allais dire, les hommes politiques, évitent des discours pas forcément responsables, des discours qui peuvent perturber donc, la quiétude du pays. Il faut que les gens apprennent donc, à avoir des discours beaucoup plus assumés, beaucoup plus responsables. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est urgent que chacun prenne ses responsabilités, qu'on évite donc, de politiser la Casamance. La Casamance, c'est très sensible. Depuis 42 ans, nous sommes en guerre larvée. Aujourd'hui, c'est la paix qui approche. Donc, il est urgent que les hommes politiques de tous bords évitent donc des discours qui peuvent diviser le pays. Et toujours à ce propos, la ministre du Commerce martèle qu'il faut barrer la route aux fractionnistes. Aminata Assome-Diatta condamne fermement les propos du leader de PASTEF. Nous, le Sénégal est un et indivisible. Il faut que chacun le comprenne. Mais également, il faut que tous les Sénégalais se mettent debout comme un seul homme pour barrer la route à tous les fractionnistes. Depuis quelque temps, nous notons ce genre de discours, de part et d'autre. Donc il faudrait véritablement condamner. Moi, pour ma part, je condamne fermement les propos tenus par M. Ousmane Sonko. Et je voudrais lui rappeler encore une fois que le Sénégal est un et indivisible. Il peut avoir ses ambitions, mais il ne peut pas mettre en péril la stabilité du Sénégal. Donc, nous l'appelons vraiment à la raison. Mais également, nous demandons aux Casamançais d'être les boucliers du Sénégal. Parce que nous avons vécu la crise pendant des années. Nous savons combien de fois c'est difficile pour les populations de vivre dans une situation de crise. Donc aujourd'hui, nous devons être les boucliers du Sénégal. Et venons-en à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage de Marouba Fall intitulé Oratorio d'un verbivore. Dans son récit, l'auteur du roman La collégienne promène le lecteur à travers une nouvelle facette de son écriture. Il s'agit d'une production littéraire axée autour de 3 mouvements pour insister, vous allez le voir, sur la force du verbe. Note de lecture, Ibou Diouf Amadouba. Un ouvrage, une production littéraire de Marouba Fall, un récit qui se développe en 3 mouvements dont chacun met en exergue un aspect de la manière dont l'auteur joue avec la langue. J'ai créé ce néologisme pour parler de l'écrivain qui manie le verbe et qui souhaiterait aussi que le verbe puisse le nourrir. Nous savons tous que l'art ne nourrit pas son homme, mais moi j'ai cette ambition ou ce souhait que vraiment ce que nous écrivons puisse un jour nous permettre de joindre les 2 bouts. Dans ce récit, Marouba Fall fait voyager le lecteur à travers les rues de son quartier à Guédiawaye et de son pèlerinage à la Mecque. Parce que dans ce texte aussi, il y a des dialogues qu'on pourrait transposer sur scène. Il y a aussi un poème, le poème sur la Mecque par exemple. Tout met en situation l'écriture. Une sorte de leçon de retour au pacte que les communautés ancestrales ont respecté et à travers sa trouvaille littéraire. Je tends à démontrer que les genres, la distinction des genres est obsolète. Parce que pour moi, j'appartiens à une culture où il n'y a pas de distinction des genres. La parole, elle est complète. Oratorio d'un verbivore, tout juste écrire, est pour Marouba Fall une manière d'insister aussi sur la force du verbe. D'avoir un sujet extraordinaire. Parce que pour moi, je pense que la littérature, c'est le domaine des lettres. C'est-à-dire l'écrivain doit songer plutôt à bien utiliser une langue, quelle qu'elle soit. Marouba Fall est poète, dramaturge, romancier. Ses œuvres sont inscrites au programme officiel d'enseignement du français au Sénégal. À travers cet ouvrage, l'auteur nous revient
avec un bon film sur le pèlerinage d'un Sénégalais, mais également de son quartier à Guédiawaye. Merci Ibou. Fenêtre sur le monde. L'actualité internationale nous mène tour à tour en Guinée, au Botswana et au Burkina Faso, où l'ex-président Blaise Compaoré est arrivé ce jeudi en début d'après-midi. Il est convié par les nouvelles autorités à une rencontre sur la crise sécuritaire et la réconciliation nationale au Burkina. Daniel Diouf. La présidence burkinabé l'a annoncé dans un communiqué hier. L'ancien président Blaise Compaoré est finalement arrivé à Ouagadougou. L'avion qui le transportait s'est posé en milieu d'après-midi sur la base militaire de Ouagadougou où l'attendait en hélicoptère. C'est à bord de cet appareil d'ailleurs qu'il a été transféré à la présidence du Faso. De nombreux sympathisants de l'ex-président étaient à l'accueil pour apporter leur soutien à Blaise Compaoré 8 ans après sa chute. L'ancien président du Burkina Faso vivait en exil à Abidjan depuis 2014. Blaise Compaoré participera ce vendredi à une rencontre avec d'autres anciens chefs d'État du Burkina sur la crise sécuritaire et la réconciliation nationale au Burkina Faso. Roch-Marc Christian Kaboré, Michel Kafando, Yacouba Isaac Zida et Jean-Baptiste Ouedraogo y prendront également part. 17 policiers blessés, dont un grièvement après de violentes manifestations mardi et mercredi à Conakry. Des affrontements entre les forces de l'ordre et des groupes de jeunes ont éclaté dans des quartiers de la banlieue de la capitale guinéenne pour protester contre l'arrestation brutale de membres du Front National pour la défense de la Constitution, le FNDC. Ces manifestations spontanées sont parmi les premières depuis la prise du pouvoir par le colonel Doumbouya. Le coordonnateur national du FNDC, Omar Silla, Mamadou Biloba et le rappeur Alpha Midiaouba, alias Jami Alpha, ont été violemment interpellés mardi par la police au siège de leur coalition où ils étaient en conférence de presse. Ils étaient toujours en garde à vue jeudi dans l'attente d'être présentés à un juge. Et puis une conférence internationale sur le constitutionnalisme a débuté mercredi à Gaborone, la capitale du Botswana. Elle est organisée par l'Institut national démocratique. Cet événement réunit d'anciens chefs d'État et des acteurs de la société civile pour renforcer la démocratie en Afrique à un moment où elle recule sur le continent. Plusieurs dirigeants africains ayant modifié ou tentant de modifier les constitutions pour se maintenir au pouvoir. L'Afrique serait mieux servie par des institutions fortes que par des hommes forts, a déclaré le président du Botswana dans son discours d'ouverture. Un message que partage l'ancien dirigeant nigérien Mahamadou Issoufou et l'ex-présidente centrafricaine Catherine Samba Panza qui participent au sommet. Tous sont d'accord, il faut redoubler d'efforts pour empêcher les changements anticonstitutionnels, à commencer par réfréner les actes de corruption des dirigeants politiques, estime Mohamed Sidiye, ambassadeur du Kenya au Botswana. Et dans l'actualité sportive navétane, sous l'égide du gouverneur de Dakar, un CRD est tenu en vue du démarrage des activités dans la région de Dakar après les violences enregistrées ces dernières années. L'instance dirigeante, l'Organisation nationale de coordination des activités de vacances, prône la prévention pour lutter contre les violences dans les stades. Compte rendu, cher Sadibou Diarra Amadouba. En prélude au démarrage des navétanes à Dakar, la région qui va accueillir les phases nationales cette année, un CRD est tenu pour le bon déroulement des activités. Une occasion saisie par les acteurs pour s'engager à éradiquer la violence dans les navétanes. On doit encore être plus vigilant par rapport au match. Nous avons dit aussi que les relations entre nous organisateurs et ceux qui administrent le pays, quand je parle d'administration du pays, ce sont les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les maires, les forces de sécurité. Il faudrait que la concertation continue, qu'on puisse identifier les marchés à difficulté et les solutionner déjà auparavant. Toujours dans la lutte contre la violence, le ministre des Sports en appelle à la délation. Toutes les questions qui ont été posées ont trouvé réponse, sauf aujourd'hui cette violence, parce que ce n'est pas des réponses immédiates, il faut du travail. Et nous avons, avec l'ONCAV, pris la décision d'accompagner les autorités administratives dans la prise en charge de cette question-là, mais aussi accompagner les forces de défense et de sécurité. Au-delà de la prévention, au-delà de l'information, de la communication autour de cette question-là, il faut une autre phase que nous passons extrêmement importante,
c'est la dénonciation. Avec la réouverture de nombreux stades de proximité, les Navétanes à Dakar sont ainsi assurés de ne pas souffrir de manque d'infrastructures. L'exposé a montré le problème d'infrastructures sportives. Il y a eu lieu de les accompagner à pouvoir organiser aux Parcelles Assainies, organiser à Yoff, Angor. Et dans les autres départements, ce qu'on a fait avec le directeur des infrastructures, avec l'appui du gouverneur aussi. Le démarrage des Navétanes est prévu le 5 août prochain, avec un budget de 106 millions de francs CFA alloué aux phases nationales. Et l'actualité du sport, c'est aussi la séparation entre Boniface Ndong et la Fédération sénégalaise de basket. Interpellé sur le sujet, le ministre des Sports évoque la clause de non-ingérence dans les questions fédérales. Voici Matarba. Les fédérations choisissent les entraîneurs et l'État accompagne pour la prise en charge de la question financière. Nous ne sommes plus en 1940 ou 1960 où l'État se substituait en tout cas à la décision des premiers responsables. Le premier responsable aujourd'hui, c'est le président de la fédération et son équipe. C'est eux qui sont allés chercher Boniface, c'est eux qui ont dit qu'ils arrêtent la collaboration avec Boniface. Maintenant, le reste, c'est que l'État, sa seule préoccupation, c'est comment faire pour avoir ce qu'il faut pour faire progresser l'équipe et faire gagner l'équipe nationale. Parce que le départ d'un entraîneur peut ne pas être une conséquence malheureuse. Quand Giresse est parti, Aliou Cissé est venu, on a gagné la Coupe d'Afrique. Et on espère que ce qui va se faire très prochainement pour prendre cette question-là en charge va être en tout cas la solution aux difficultés que traverse le basket masculin du Sénégal. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Retrouvez Soir d'Info demain comme tous les soirs sur TFM. Retrouvez l'info demain matin dans la matinale avec l'équipe de la rédaction. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.